Bruno Dalle, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Rythme Bleu, au lendemain donc de cette audience de rentrée solennelle qui est traditionnellement, on va dire, l'occasion d'un bilan à la fois et de dresser quelques perspectives pour la politique pénale, notamment en Nouvelle-Calédonie. Une question d'ordre un peu général d'abord peut-être. Vous avez pris vos fonctions en octobre 2022. Ces quelques mois vous ont permis peut-être de faire déjà quelques constats sur le fonctionnement de la justice en Calédonie ? Oui, j'ai pris mes fonctions le 1er septembre dernier. Effectivement, cela fait 6 mois. Écoutez, moi je vous dirais que je ne suis pas surpris de la situation, puisque je connaissais déjà le territoire. J'étais venu à 4 reprises avant de prendre mes fonctions. Le point positif, c'est que j'ai découvert une institution judiciaire qui s'est modernisée, qui s'est adaptée, puisque la première fois que j'étais venu, c'était en 2008. Donc forcément, les choses ont bien évolué. On a des conditions de travail qui sont bonnes. Les effectifs sont mobilisés. Les relations avec les partenaires, que ce soit institutionnels ou associatifs, se sont consolidées. Donc il y a des conditions de travail qui, en Nouvelle-Calédonie pour la justice, aujourd'hui, sont bonnes. Il y a des conditions de travail qui sont encore plus améliorées avec les travaux qui ont été réalisés et qui vont continuer au niveau du palais de justice. Alors le premier président et mon prédécesseur ont beaucoup travaillé depuis 2008 à ces améliorations, parce que pour pouvoir être serein dans un environnement de travail, il ne faut pas qu'il y ait trop de courant d'air, il faut qu'il y ait des bureaux, il ne faut pas qu'il y ait 15 personnes dans le même espace, il faut des salles d'audience dignes de ce nom. Et tous ceux qui étaient présents hier à notre audience ont pu voir que la salle dite de la cour d'assises est un modèle, puisqu'on a pu projeter des images. On avait du son qui était audible, alors que souvent la justice, il y a toujours un grincement, un micro qui tombe, et puis un bug technique. Et on a un chantier qui permettra d'avoir le même niveau d'ici quelques semaines pour la salle des jugements correctionnels. Et puis si on fait le tour du bâtiment, on voit qu'on a amélioré les choses de manière très significative, avec une mise à niveau des techniques et des outils de climatisation qui sont réglés selon les normes qui sont les normes aujourd'hui fixées au niveau national. On a aussi un effort important sur tout ce qui est énergie éco-responsable, puisqu'on est un des bâtiments publics le plus couvert par du photovoltaïque. Donc on a fait beaucoup d'efforts, et la justice, qui a souvent l'image poussiéreuse, et puis nos costumes d'audience qui rappellent plutôt les temps anciens, il faut les mettre en parallèle avec du matériel informatique, des ambassadeurs du numérique, et puis des outils éco-responsables. Donc je crois qu'on est enfin dans l'ère de la modernité, et que la Nouvelle-Calédonie est sur certains points en avance par rapport à d'autres bâtiments judiciaires de métropole. Alors revenons à présent, si vous le voulez bien, sur l'audience d'hier. Vous avez en quelque sorte marqué les esprits en prenant une initiative, c'est-à-dire que vous avez égrené à travers des diapositives les prénoms, les dates de naissance, les lieux d'accident des 70 morts que la Nouvelle-Calédonie a enregistrés, hélas, l'année dernière sur nos routes. Pourquoi vous avez fait ça ? Vous avez voulu marquer les esprits d'une certaine façon ? Oui, parce qu'une audience solennelle, ça mérite aussi des moments solennels. On est un peu dans la routine, dans nos modes de fonctionnement. Alors, il y a des éléments positifs de routine, les traditions, bilan et perspectives, les statistiques, le compte-rendu, et puis le peuple et l'opinion publique, au nom duquel, je parle du peuple, nous rendons nos décisions, a besoin de ce retour. Mais cette année, en début 2023, il y a une situation de 2022 qui est une situation catastrophique sur le plan routier, puisque c'est la première fois, et j'espère que c'est la dernière fois, que l'on a déploré 70 morts sur la route. Et donc je crois qu'il fallait une prise de conscience, et le moyen de cette prise de conscience, c'était de se rendre compte. Et pour se rendre compte, on a effectivement préparé des diapositives avec le prénom, l'âge, le lieu de l'accident mortel, et on a égrené dans un moment collectif, puisque tout le monde a accepté l'invitation de se lever et de respecter une minute de silence qui était plus qu'une minute, puisqu'on avait 7 diapos avec 10 noms, les fameux 70 noms. Et là, on a pu voir que de 8 mois jusqu'à 79 ans, que sur l'ensemble du territoire, puisque toutes les communes sont concernées, que le 25 décembre, il n'y avait pas de trêve pour la mort sur la route, ce qui m'a fait dire que la route en Nouvelle-Calédonie était devenue le chemin de la mort. Et je crois que cette image était parfaitement illustrée par les noms en blanc et le fond noir de ces diapos. Et en tout cas, j'ai eu l'impression
mais ça sera la suite qui le dira, que ce moment solennel a marqué les esprits. Mais il ne suffit pas de marquer les esprits parce qu'on a trop tendance à être dans l'émotion et pas dans la proposition et dans l'action. Et derrière cette émotion, aujourd'hui, il faut construire un nouveau chemin d'amélioration de la sécurité routière. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à faire. Alors justement, monsieur le procureur général, on a le sentiment que malgré toutes les bonnes volontés, malgré les actions qui sont entreprises, aussi bien par l'État que par le territoire, on a l'impression que ça change jamais. On entend les auditeurs nous dire finalement ça sert à rien, les gens conduiront toujours en état d'ivresse, toujours sans permis ou même en état de récidive. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Comment on peut arranger vraiment les choses concrètement? On entend toujours ça, vous avez raison. Mais en métropole, on entendait ça aussi quand il y avait 8000 morts. Puis il y a eu un plan national, une remobilisation, un changement dans la communication aussi pour frapper les esprits sur l'alcool, sur le port de la ceinture de sécurité, sur la vitesse. Et puis aujourd'hui, on a diminué par 4 le nombre de morts sur la route. Donc quand on veut et qu'on se donne les moyens, on peut avoir des résultats. Donc ici, il faut à la fois le dire, il faut l'assumer, il faut que ça soit une politique publique. Et puis derrière, il faut des décisions. Il faut peut-être se poser la question des bénéfices d'un instrument qui n'a jamais été mis en place sur le territoire, le permis à points. C'est pas l'histoire des points qui est fondamentale, c'est que quand on veut récupérer des points, on fait un stage. Et un stage, c'est l'occasion de réapprendre, de se reformer. Et donc, c'est la répression qui sert à la prévention. Le code de la route est obsolète, il a jamais été mis à jour. On l'a évoqué hier à l'occasion de l'audience solennelle. Le procureur de la République le répète souvent puisqu'il est en première ligne sur ces sujets. On a des peines alternatives qui n'existent pas. On a des sanctions qui sont pas suffisamment sévères en matière de récidive. Et puis on a le sujet de l'apprentissage de la conduite, puisque tout commence par ça. Donc il faut aussi, pour pouvoir savoir conduire, au moins avoir la chance de pouvoir apprendre le code, qui est finalement une règle de vie partagée sur la route, parce que tout le monde est sur la route. Et puis il faut aussi la possibilité peut-être d'aider les plus démunis à avoir une récompense qui pourrait être une aide à connaître le code, à passer le permis. Donc il faut une politique d'ensemble, prévention, répression, une politique équilibrée. Et je crois que cette politique, elle n'est pas suffisamment incarnée. Et en tout cas, le cri, l'appel, le sentiment, c'est de dire, côté justice, on touche les limites de nos capacités d'action, parce qu'on est hyper répressif. Mais ça suffit pas. Et il faut un choc culturel, il faut une prise de conscience qu'on est en train de décimer toutes les générations, que toutes les familles connaissent. Sur 270 000 habitants, 70 morts, 50 en moyenne les années précédentes, 37 l'année où il y avait le Covid. On a des morts dans l'entourage de toutes les familles. Et donc ça, c'est insupportable. Alors parmi les défis que vous avez énoncés hier au cours de l'audience, il y en a un qui est évident aussi et qui est un fléau sur ce territoire, ce sont les violences intrafamiliales, qu'elles soient conjugales ou autres, ou même contre les enfants. Là encore, vous dites que c'est un défi à relever. Alors c'est un défi, mais celui-là, il est bien pris en compte. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, on voit que les choses ont évolué. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, c'est 2,5 fois plus par nombre d'habitants de taux de violence intrafamiliale, c'est-à-dire aussi bien de violence conjugale et de violence conjugale assez dure, puisque quand on abuse ici, on cogne fort et on retrouve le sujet alcool, on retrouve les sujets des dépendances. Sur les atteintes aux mineurs, violences, y compris violences sexuelles, il y a aussi un niveau élevé de faits. Je pense qu'on peut encore progresser sur la révélation et là aussi, il faut mobiliser plus de monde dans le secteur médical, dans le secteur social, dans le secteur de l'environnement des victimes pour libérer la parole. Et je crois qu'on a beaucoup travaillé sur la libération de la parole, mais il faut aussi protéger cette parole. Et donc là, il y a encore des choses à faire. Mais globalement, on peut dire qu'on a de bons résultats puisque les priorisations en termes d'enquête, le droit à la plainte, l'enquête à délai bref, le taux de réponse pénale systématique, 25% des un peu plus de 4000 gardes à vue, c'est lié aux violences intrafamiliales. Le taux de réponse pénale est à plus de 95-98% sur ce terrain-là, pour pas dire 100%. Et puis quand on regarde les sanctions, on voit que les peines d'emprisonnement sont prononcées et quasiment 20% des détenus du camp Est le sont pour des faits liés à des violences intrafamiliales. Donc la mobilisation de la justice, des partenaires de la justice, des acteurs sur ce sujet est déjà bien engagée, mais il faut continuer.
Vous entendez également, j'imagine, l'opinion publique se plaindre très souvent de ce qu'on appelle la délinquance du quotidien. On sait que la Nouvelle-Calédonie est épargnée d'une certaine manière par la grande délinquance. Il n'y a pas de braquage de banque, il n'y a pas de choses comme ça. Mais c'est la petite délinquance qui pourrit la vie des gens, si j'ose dire. Au quotidien, ce sont les vols de voitures, les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens, les cambriolages. Et là encore, ça augmente, et singulièrement chez les mineurs. Alors c'est vrai que pour les vols de véhicules et cambriolages, 50% des mises en cause sont les mineurs. Or, il n'y a pas 50% dans la population de mineurs en Nouvelle-Calédonie, donc ça veut bien dire qu'ils sont surreprésentés sur ce type de faits. Ce sont des faits qui nourrissent le sentiment d'insécurité, mais ce qu'il faut noter aussi, parce que c'est un point positif, c'est qu'il y a un très bon taux d'élucidation, parce que les services d'enquête de police, de gendarmerie et la police municipale sont très présents sur le terrain. Et donc, on a un nombre de faits plus important que la moyenne nationale, mais on a un taux d'élucidation 2 ou 3 fois plus important que la moyenne nationale. Et on a un niveau de réponse et une rapidité de réponse du tribunal pour enfants et de substitut des mineurs qui est forte. Ce qui manque, c'est la capacité de prise en charge des mineurs par le tissu associatif et par les structures qui sont chargées de l'accompagnement éducatif, que ce soit des mesures de protection de l'enfance ou des mesures de sanction. Et donc là, c'est le sous-défi du traitement des mineurs, c'est de dire, c'est bien joli de critiquer, mais c'est pas tellement le sujet de l'interpellation, c'est pas le sujet de la réponse pénale, c'est pas le sujet de la sanction, c'est les sujets de l'effectivité, de la mesure éducative qui accompagne la sanction et qui reste la règle concernant les mineurs. Et c'est là qu'il faut améliorer la situation. Est-ce que c'est pas aussi la question de la parentalité, finalement, puisque les parents peuvent être en cause dans ce genre de fait? Alors, c'est la question de l'éducation. Donc, les parents ont un rôle fondamental de l'éducation, mais pas que. Et puis, vous savez bien, et mieux que moi qu'ici, les référents éducatifs sont nombreux, que les référents culturels sont nombreux, que les référents coutumiers peuvent avoir aussi un rôle, et que toutes les institutions sont en crise. L'école, la coutume, la famille, la modernité met en turbulence toutes ces institutions. Et puis, au final, c'est à la justice à réparer et à soigner. Or, il faut qu'elle ait les moyens qui ont été défaillants sur les séquences précédentes, ce qui ne dispense pas les acteurs précédents, et je pense aussi à la religion, aux croyances, à se réinvestir sur l'éducatif des mineurs. Je voudrais qu'on ait le temps, pour terminer, Monsieur le procureur général, d'évoquer la situation du camp Est, puisque là, c'est évidemment une question très importante. On évoque régulièrement la surpopulation du camp Est. Le contrôleur des lieux de privation de liberté a épinglé plusieurs fois la Calédonie dans ce sens-là. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle prison à Nouméa? En tout cas, on est tous au courant, et moi le premier, sur cette situation, puisque le jour où j'ai posé le pied sur le territoire, c'est le jour où il y avait le pic de 626 détenus pour 414 places. Alors, il n'y a pas de lien de cause à effet, je veux rassurer tout le monde. Mais en tout cas, ma première visite a été l'occasion de mesurer la situation. Ce qu'on a vu hier à l'occasion de l'audience solennelle, c'est que tous les acteurs publics de la justice partagent ce diagnostic. Les responsables de la pénitentiaire partagent ce diagnostic. Et ce qu'on dit, c'est deux choses. La première, c'est que on est soulagé que au moment où nous parlons, déjà 50 détenus aient pu être transférés pour les condamner au centre de détention de Koné, qui a enfin ouvert après une décision d'il y a 10 ans. On accompagne la création de cet établissement, mais tout le monde constate aussi que c'est pas suffisant. Et que même s'il y a des efforts importants de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice pour faire des travaux, sur 3 ans, il y a plus de 7 millions d'euros de travaux qui sont prévus et qui vont commencer dans les jours qui viennent, qui font suite notamment aux référés et aux condamnations de l'État par la justice administrative, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un nouvel établissement. Donc ce diagnostic, il est partagé, on le porte au niveau politique et on espère que la visite du garde des Sceaux, dont le principe est acquis, et la date en train de finalisation probablement au milieu ou à la fin du mois d'avril, sera l'occasion pour lui de se rendre compte et puis pour lui d'avoir fait travailler ses équipes en lien avec les acteurs du territoire pour engager ce projet indispensable d'un nouvel établissement, et je dirais même plus, d'un nouvel établissement conçu aussi par rapport aux attentes et aux besoins, c'est-à-dire avec un projet
j'allais dire éducatif, un projet de réinsertion tourné vers les institutions du territoire, les partenaires associatifs, le monde agricole, pour que ça soit adapté au profil de nos détenus. Bruno Dalle, procureur général près la Cour d'appel de Nouméa, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci pour votre invitation.